Lionel Chasseur, bonjour. Bonjour. Depuis 2018, vous prenez le développement d'un tourisme bienveillant. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et comment cette vision peut-elle influencer la définition des plans de développement des territoires ? C'est une vision, effectivement. Donc une vision, c'est extrêmement important pour une organisation puisque ça dicte un certain nombre de choix, de décisions et de projections à long terme. Et donc le tourisme bienveillant, c'est un tourisme qui agit en pleine responsabilité, en pleine conscience par rapport aux impacts environnementaux, économiques et sociétaux. Et donc automatiquement, ça dicte un certain nombre de choix que l'on peut faire dans la promotion de notre territoire, mais également dans la constitution de notre territoire. 2021 est une année propice, paradoxalement, par rapport à la situation que nous vivons, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu une accélération d'un certain nombre de tendances qui avaient été déjà observées et qui montrent que la vision du tourisme bienveillant, du tourisme durable, est la bonne vision et le bon chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça n'échappe à personne qu'on va être dans une période électorale. Et donc, c'est le bon moment aujourd'hui, effectivement, pour quelque part influencer les décisions politiques qui vont être prises, notamment dans les schémas de développement économique et faire en sorte que ce tourisme bienveillant, ce tourisme durable se concrétise dans un certain nombre d'actions et d'investissements de la part des régions ou des départements. Comment peut-on inciter les voyageurs et les habitants à devenir acteurs d'un tourisme bienveillant ? Il y a plusieurs façons de le faire, sachant que dans la définition même du tourisme bienveillant, le rapport entre le visiteur et le visité est essentiel. On a l'impression que c'est une nouveauté, ça ne l'est pas. Si vous regardez le baromètre TravelSat, par exemple, qui juge de la qualité d'une expérience touristique réussie, le premier critère, bien avant la beauté des paysages, le confort de l'hébergement dans lequel vous allez séjourner, c'est le rapport que vous avez eu avec l'habitant. Donc cette dimension-là est essentielle dans notre développement touristique et pour autant on est passé à côté jusqu'à maintenant. Donc on cherche effectivement à l'influencer. La première chose, c'est de savoir est-ce que les habitants de votre territoire sont des ambassadeurs ou des détracteurs de votre définition. On a fait cette étude-là et bonne nouvelle, ils sont ambassadeurs et même pratiquement la moitié d'entre eux sont prêts à agir bénévolement au service du développement touristique du territoire. Et donc c'est ce que nous allons faire, ce que nous faisons déjà via les réseaux sociaux. Je rappelle que nous avons une communauté de plus d'1,5 million de fans sur les différents réseaux sociaux que nous gérons. Et en juin 2021, donc très prochainement, c'est presque un scoop que je vous donne, on va lancer le Pass Tourisme. C'est un nom de code aujourd'hui, ce n'est pas le nom définitif, mais qui consiste justement à faire en sorte que l'habitant et le voyageur se rencontrent de manière plus facile, d'une part, que ce soit l'habitant entre guillemets lambda, mais également l'habitant professionnel. On va remettre à l'ordre du jour les artisans d'art, les meilleurs ouvriers de France. Ça fait partie des sujets touristiques au même titre que la beauté d'un paysage. Alors, entre les volcans d'Auvergne, le Mont Blanc, la ville de Lyon, les sentières d'Échois, la région Auvergne-Rhône-Alpes comprend de nombreuses destinations très diverses. Existe-t-il de réelles synergies entre elles ou bien sont-elles concurrentes ? Il existe des synergies, indéniablement. On a une chance dans notre malchance. On a la chance de ne pas avoir de marque de destination. Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas une marque de destination. Auvergne est une marque de destination, Rhône-Alpes n'en est pas une. Et donc du coup, c'est une chance. Pourquoi c'est une chance ? Parce que justement, on est là pour faire la promotion, pour faire le marketing des marques phares de notre territoire. Et celles que vous venez de citer, que ce soit des marques ou des lieux, font partie des emblèmes effectivement de notre région. Ce tourisme est si différent, si diversifié qu'effectivement, il y a une vraie complémentarité. La fusion des deux régions, la partie Auvergne d'un côté, la partie Rhône-Alpes, a été une opportunité extraordinaire pour notre destination, pour offrir une palette beaucoup plus consistante que ce que nous avions jusqu'à maintenant. J'ai une question d'ordre plus technologique. Apidae existe depuis 16 ans. Ça fait à peu près 10 ans que les technologies permettant de traiter de grands volumes de données sont accessibles. Estimez-vous qu'en France, les acteurs du tourisme sont suffisamment formés et équipés face aux enjeux de la donnée ? Je le pensais. Ayant un passé en plus dans le e-commerce, je pensais que tout le monde était à la pointe effectivement de la digitalisation de l'offre. Vous vous rappelez le système Apidae, c'est effectivement une forme de digitalisation du contenu en tant que tel. Et au-delà du traitement de la donnée, ce qui est intéressant, c'est la mutualisation, c'est l'écosystème qui est formé par les acteurs, la mutualisation des moyens pour le traduire en service. Vous avez quand même
le monde institutionnel justement qui digitalise le contenu, et puis le monde des marchands qui, eux, vendent les prestations. Et il est grand temps de rassembler ce monde-là et de faire en sorte que, technologiquement parlant, on ait un univers beaucoup plus homogène pour donner envie, c'est le rôle des institutionnels, et pour consommer, c'est le rôle des marchands. Donc il y a encore un chemin important. Je pense qu'un des enjeux majeurs, ce qui peut paraître paradoxal dans un secteur comme le tourisme, ça va être effectivement au travers de la digitalisation et le raccourci entre l'inspiration et la vente des produits. Quel est le frein aujourd'hui qui explique qu'on ne soit, entre guillemets, pas à la pointe de la maîtrise du big data? Un des freins, c'est que beaucoup d'acteurs, y compris et surtout dans notre domaine, réinventent le sujet et font de la technologie une fin en soi et non pas un outil. Donc ils réinventent le sujet, donc vous avez une multitude de solutions. Pourquoi nous nous sommes libérés, entre guillemets, d'Hapidae? Alors libérés, c'est peut-être même pas le bon terme. Pourquoi nous aurons permis de faire en sorte qu'Hapidae puisse prendre son envol? Puisqu'avant, Hapidae était géré par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. C'était même au départ exclusivement un domaine pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Puis à peu, Île-de-France a trouvé de l'intérêt dans cette solution. La région Sud a trouvé un intérêt dans cette solution. Et donc, nous avons fait le choix de créer une coopérative, donc un système de gouvernance qui, justement, dans l'état d'esprit et dans les faits, vise à mettre en commun et à créer de la richesse en commun. Et aujourd'hui, Hapidae doit devenir le système de référence pour les acteurs du tourisme tels que les nôtres. Doit, non pas par hégémonie, non pas par volonté, je dirais, de prendre le contrôle sur tel ou tel aspect, mais tout simplement dans un esprit coopératif de mutualiser pour passer son temps, non pas sur le système, mais sur ce qu'on peut faire de la donnée. Et c'est ça le véritable enjeu. Et je pense que l'avènement de la 5G, l'intelligence artificielle, vont être des sujets qui vont permettre d'enrichir les prestations de services autour du tourisme. Donc un enjeu qui est majeur. D'une manière générale, est-ce que vous trouvez que les acteurs du tourisme français sont solidaires entre eux? Je pense que oui, il y a une forme de solidarité. La preuve en est l'événement auquel nous assistons aujourd'hui dans le partage des réflexions. Je pense que dans la concrétisation des actions, on ne va pas suffisamment loin. Alors, c'est plus de la solidarité. La solidarité, c'est une posture, c'est un état d'esprit. Après, je parle de mutualisation de moyens pour des raisons d'efficacité, pour des raisons d'économie de coûts. Et on manie de l'argent public, on se doit d'être attentif aux coûts et non pas de chacun de créer sa solution dans son coin, dans ce domaine-là. C'est vrai dans le domaine de la donnée, c'est vrai dans le domaine des campagnes promotionnelles, c'est vrai également dans les projets d'intérêt généraux. Et c'est la raison pour laquelle une des initiatives que nous lançons dans le cadre du tourisme bienveillant, c'est le fonds de dotation Essentiel, qui est un nouvel outil qui est au service de tous les territoires, au service de tous les acteurs privés. Donc peut-être le bon moyen de réconcilier acteurs privés, acteurs institutionnels, au travers de projets qui n'ont pas d'enjeux économiques, mais qui ont des enjeux sociétaux. On est en train de parler d'intérêt général. Donc on est en train de parler de solidarité, on est en train de parler de tourisme pour tous, de faire en sorte que nos jeunes qui aujourd'hui vivent encore cette crise en pleine face, qui puissent continuer à accéder aux loisirs. On parle de champ de la connaissance, donc faisons un pas de côté, sortons de l'univers concurrentiel sur ces sujets, donnons du sens à notre industrie, à nos entreprises, à nos collaborateurs, et tout ça peut se retrouver au travers de ce fonds de dotation Essentiel, qui est une innovation dans notre secteur, puisque au départ, le tourisme n'est pas éligible aux politiques de mécénat, le tourisme dans sa globalité. La culture l'est, le patrimoine l'est, le sport l'est également, le tourisme ne l'était pas. Et donc, aujourd'hui, grâce à ce fonds, qui n'est pas une extension, et je le précise, d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui est un fonds de portée nationale, dans lequel Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est autour de la table, comme l'est le Club Med, comme les Vacancéoles, comme les VVF, comme les Domaines skiables de France, ou Webedia, qui nous a rejoint récemment, ce board en tant que tel est là pour prendre un certain nombre de décisions sur des projets d'intérêt général. Voilà. Mais ce même fonds peut accueillir des initiatives privées, publiques, puisqu'il a la fonction d'héberger des projets sur des acteurs qui ont quelque chose à faire dans le domaine de la solidarité, dans le domaine du mécénat,
Et ils peuvent s'appuyer sur cette structure à la fois pour être éligibles, mais également pour bénéficier d'une offre de services extrêmement concrète pour mener à bien leur projet. Quelles sont les actions prioritaires de ce fonds que vous avez récemment lancé? Il y a 3 champs. Le premier champ, c'est le tourisme pour tous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur vis-à-vis des publics défavorisés, vis-à-vis des jeunes également, par rapport à des personnes en situation de handicap. Premier champ, le tourisme pour tous. Deuxième champ, c'est bien sûr autour de l'environnement. Et je donnerai des exemples très concrets juste après. Et le troisième champ, c'est le champ de la connaissance. Un exemple très concret d'opération dans la solidarité. L'année dernière, à l'été, France Montagne, organisme de promotion nationale de promotion de la montagne, a décidé de monter une opération qui s'appelait la montagne solidaire et a demandé à des acteurs privés de faire une dotation en termes de séjour à destination du personnel en première ligne, du personnel soignant. 18 000 séjours ont été réunis. Voilà. Soit cette opération était menée telle qu'elle, soit elle s'adossait à Essentiem et elle rentrait dans une politique de mécénat, ce qui permet de donner du sens, ce qui permet d'avoir une vision plus collégiale du développement de ce type d'opération et ce qui permet aux opérateurs privés d'avoir un crédit d'impôt de 60% de la valeur du lot, quelque part, du séjour qu'ils ont donné dans cette opération de montagne solidaire. C'est un exemple extrêmement concret qui a très très bien marché. Aujourd'hui, on travaille effectivement sur d'autres opérations. On vise par exemple avec l'Association nationale des chèques vacances de faire partir 5000 jeunes à la montagne. Ça devait se faire cet hiver, ça ne se fait pas, les remontées mécaniques étant fermées. Ça se fera cet été ou l'hiver prochain, ça se fera. Et donc là aussi, c'est une opération de très grande envergure, visée d'un public qui en a besoin et qui bénéficiera de conditions économiques privilégiées pour bénéficier de ce type de séjour. Un deuxième exemple, on travaille sur un guide du voyageur bienveillant quelque part. Voilà, comment vous et moi, quand vous êtes en posture d'être voyageur, d'être touriste d'un lieu, qui soit loin ou qui soit à proximité de chez vous, quels sont quelque part vos droits et vos devoirs également en termes de touristes. Voilà, un certain nombre d'opérateurs ont déjà travaillé sur ce sujet. Rassemblons les bonnes initiatives pour faire en sorte qu'effectivement, tout un chacun, on ait une nouvelle posture vis-à-vis de notre tourisme. Et ce n'est pas être moraliste, c'est peut-être bénéficier, profiter encore plus du séjour, de la région, du lieu que l'on va visiter, en prenant soin, en cherchant à rentrer en contact avec l'autre, en cherchant à dénicher ce meilleur ouvrier de France qui va vous faire partager son savoir-faire et son produit, en voulant consommer des produits à circuit court. Voilà. Toutes ces problématiques ou ces enjeux que l'on trouve au niveau sociétal, on les trouve au niveau du tourisme avec l'effet grossissant que peut avoir cette filière. Merci beaucoup Lionel Flassard. Merci à vous. Merci.